Et ce soir, on s'intéresse à ce slogan et nos invités, vous allez le voir, ont hâte de parler. Slogan, donc, qui va s'afficher. Touche pas à ma poêle. C'est ce qu'on a pu lire devant l'Assemblée nationale aujourd'hui. Des affiches portées par des salariés du fabricant d'articles de cuisine Seb. Des salariés qui sont inquiets à la veille d'un vote d'une proposition de loi pour réduire les PFAS. Ce sont des polluants éternels dont certains constituent nos poêles, mais pas seulement. Et cette manifestation, on le précise, elle a été soutenue par la direction de l'entreprise. Alors ce soir, on va s'interroger et essayer de comprendre ce qui se joue justement avec ces polluants éternels. De quoi s'agit-il? Où est-ce qu'on les trouve? Quels effets avérés ont-ils sur notre santé? Si on arrête d'en fabriquer, est-ce que vraiment il va y avoir des pertes d'emplois, des suppressions d'emplois? On en parle avec nos invités en plateau. Camille Etienne, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Militante écologiste, vous avez co-réalisé le documentaire Toxic Bodies qui parle justement de ces polluants éternels. Charles Fournier est également avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Député écologiste de l'Indre-et-Loire, vous avez travaillé sur la proposition de loi qui va être présentée demain donc à l'Assemblée nationale pour encadrer l'utilisation de ces PFAS. Vous en serez d'ailleurs l'orateur, c'est vous qu'on écoutera demain à l'Assemblée. On est également avec Cyril Isaac Sibyl, bienvenue à vous. Bonsoir. Vous êtes député Modem du Rhône et vous avez été missionné par Elisabeth Borne lorsqu'elle était Première ministre pour travailler sur cette question des polluants éternels. Je précise qu'on a lancé des invitations aux entreprises qui travaillent dans ce domaine-là et qu'on n'a pas eu de réponse positive. Enfin, dernière personne à vous présenter que vous connaissez, Marie Mabjoglou, notre journaliste. Bonsoir Marie, on va commencer avec vous pour poser le cadre comme chaque soir. C'est quoi les PFAS ? Eh bien, les PFAS, ce sont des substances chimiques ultra toxiques, donc considérées comme dangereuses, qu'on appelle aussi les polluants éternels, parce que ces molécules sont quasi indestructibles. Ce qui les caractérise, eh bien, c'est le lien carbone-fluor, et ça les rend très résistants donc dans l'environnement. Parmi les plus répandus, eh bien, il y a le PFOA et le PFOS, interdits depuis 2009 et 2019. Ils ont été classés cancérogènes pour les humains et cancérogènes possibles. Donc les PFAS seront plusieurs milliers, voire des millions de composés. Alors à quoi ça sert ces PFAS, ces polluants éternels? Où est-ce qu'on les retrouve? Je parlais des poêles, mais c'est pas là seulement. Eh bien, depuis la fin des années 40, ces produits chimiques servent à fabriquer les traitements anti-adhésifs, anti-taches, imperméabilisants et résistants aux hautes températures. En fait, on retrouve plein d'objets dans la vie quotidienne. On est bien d'accord, ce sont des vêtements donc imperméables, sportifs, les poêles à frire, donc anti-adhésifs, mousse anti-incendie, cosmétiques, peintures, je vais pas tous les citer, mais il y a aussi les pesticides, les papiers anti-graisse comme les hamburgers et les frites, et même dans les meubles. Donc vous l'aurez compris, les PFAS sont absolument partout et contaminent même l'air, les sols et bien sûr les êtres humains, et elles sont surtout rejetées par les usines de l'industrie chimique et se retrouvent dans les eaux, les lacs et les rivières. On a parlé principalement d'objets à l'instant. Est-ce que la nourriture est aussi concernée? Eh oui, parmi les aliments les plus contaminés, il y a les poissons et les fruits de mer, le bétail évidemment élevé sur les terres polluées. Forcément, ils boivent de l'eau et là, ils contaminent à leur tour les humains par la consommation de viande, de lait, les œufs aussi. Et puis, il y a les fruits et les légumes. Les fruits d'été sont les plus touchés en France et selon l'étude Génération Future, de plus en plus de produits agricoles européens contiennent des résidus de PFAS 3 fois plus en 10 ans. Alors forcément, quand on a dit tout ça, on s'intéresse sur les effets sur la santé. Vous allez nous en parler, ensuite on s'interrogera tous ensemble. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet sur la santé? Eh bien, même à faible dose, une exposition au PFAS est extrêmement dangereuse puisqu'elle n'épargne aucune zone du corps, notamment la thyroïde, la hausse du taux de cholestérol, cancer du foie, cancer du rein, mais aussi la vaccination moins efficace. Et puis évidemment, il y a d'autres problématiques, affecter l'immunité, la fertilité, mais aussi la grossesse et donc le développement du fœtus. Donc en France, les PFAS, en particulier les PFOS et PFOA dont je vous ai parlé donc tout à l'heure, sont présents dans le sang et dans évidemment, toute la population française, la totalité. 2 millions de Français seraient aujourd'hui affectés par des pathologies dues à une exposition au PFAS. Merci Marie pour ces précisions. On va lancer ce débat. Camille Etienne, vous avez mis cette question des PFAS dans un documentaire, en images, je le disais. Pour vous, ces polluants éternels, après cette enquête que vous avez menée, qu'est-ce que ça représente s'il fallait les définir en quelques mots? C'est pas les miens, c'est ceux des experts qu'on a interviewés qui nous disent une chose très simple, c'est que c'est le plus grand scandale de contamination auquel l'humanité a dû faire face. C'est pas un slogan, pour le coup, c'est réellement un consensus scientifique autour de ce sujet-là. On est en train d'ouvrir une boîte de Pandore. J'ai bien conscience que c'est à peu près terrifiant pour les gens qui nous écoutent. Nous aussi, quand on a commencé à se plonger sur ce sujet. Et donc, ce que ça appelle, c'est du courage. Là, je crois qu'on est à un moment, si on dézoome en réalité, dans un moment extrêmement important où la population, c'est un peu l'amiante de ma génération, prend conscience d'un scandale sanitaire
d'ampleur et prend aussi conscience qu'aujourd'hui, au-delà des batailles politiques, il y a des gens dans un hémicycle et dans un gouvernement qui peuvent décider de protéger les Français et les Françaises dès maintenant de tout un tas de maladies. On peut avoir un peu de courage politique et c'est ça que j'ai envie de rappeler aujourd'hui. Je sens qu'on est à ce moment-là où on a vraiment de l'attente très 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 forte et une pression très très grande d'une grande partie de la population sur ce sujet. Alors, Charles Fournier, je vous vois hocher la tête. La pression politique, c'est peut-être vous qui l'avez, mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes 2 députés en plateau et vous allez nous en parler. Demain, je le disais, ça sera vous, l'orateur, qui va présenter la proposition de loi pour encadrer les PFAS, les polluants éternels. Oui, je crois. Principalement, mais c'est quoi cette proposition de loi pour que nos téléspectateurs comprennent? Qu'est-ce que vous voulez faire? Je crois que c'est dans le prolongement de ce que vient de dire Camille Etienne. C'est l'occasion d'agir maintenant, immédiatement, pour répondre à une pollution généralisée. J'ai fait partie des députés dont on a testé les cheveux. J'étais le 2e en avoir le plus. Je suis dans un territoire où il n'y a pas particulièrement une industrie extrêmement présente, ce qui veut dire que c'est une pollution généralisée. Ce texte de loi prévoit d'interdire immédiatement un certain nombre d'usages dans les cosmétiques, dans les tissus, dans les emballages alimentaires, dans les ustensiles de cuisine, d'agir le plus vite possible, de tester systématiquement l'eau pour que nous puissions déceler la présence de ces PFAS partout. Partout, il faut pouvoir, l'eau potable doit être testée. Et puis, 3e élément, le principe pollueur-payeur. Faire en sorte qu'il y ait, il faudra dépolluer, il faudra beaucoup d'argent. Et ce n'est pas à l'État, ce ne sera pas aux collectivités de payer ça seul. Il faudra que les industriels participent au financement de la dépollution. Ça va être l'enjeu dans les temps à venir. Cyril Isaac-Sibyl, vous me voyez bien, mais est-ce que vous allez voter cette proposition de loi? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit et ce projet? Alors d'abord, j'ai fait un rapport, comme vous le rappeliez, et je suis assez satisfait dans le sens où la proposition de loi écologiste reprend une partie des propositions que j'ai faites dans mon rapport. Donc quelque part, on ne peut pas être en désaccord. Il y a un mais qui arrive. Pardon ? Il y a un mais qui arrive. C'est pas un mais. Moi, je suis médecin, je suis un scientifique. Les PFAS, comme vous le rappeliez, effectivement, ils existent depuis 80 ans. Et moi, c'est mon inquiétude. Moi, effectivement, je suis député de la métropole de Lyon, où il y a 2 ans a été découvert cette pollution au PFAS. Immédiatement, j'ai interpellé le gouvernement. Le ministre Christophe Béchu a fait un plan PFAS. Il m'a confié une mission. Pendant 6 mois, j'ai pu faire l'inventaire des pollutions PFAS, que ça soit au niveau international, que ça soit au niveau européen. Donc demain, vous votez oui. Je vous explique. Pardon. Moi, j'ai une préoccupation. Je vais voter oui dans le sens où j'ai enrichi le texte. Mais donc c'est une très bonne nouvelle. On peut travailler ensemble. Ça veut dire que vous allez soutenir cette proposition de loi. Je vous explique. Quand on est parlementaire, vous verrez, c'est pas oui ou non. C'est plus compliqué que ça. Ah bah si, il faut voter pour une loi, contre une loi. C'est vraiment un vote pour le coup. Dans une loi, il y a plusieurs articles. Oui, je suis bien d'accord. Et c'est plus complexe. Donc c'est pas noir. Mais là, en l'état, par exemple, c'est pas blanc ou noir. Vous comptez faire. Je continue. Allez-y, dites-nous lequel vous en êtes de ces articles, en l'occurrence. Donc je suis élu d'un territoire qui est pollué au PFAS. Moi, mes concitoyens, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent d'abord, il faut stopper le robinet. Il faut couper le robinet dans le sens où ces industries rejettent, c'est tout le problème, rejettent depuis 20-30 ans, ils rejettent des PFAS dans le Rhône, et moi, ce que je souhaite, c'est couper le robinet. Non, ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, j'ai aussi des concitoyens qui boivent de l'eau potable, enfin, de l'eau du robinet, qui est polluée au PFAS, et moi, je souhaite qu'on trouve des financements pour dépolluer cette eau. Ça pourrait être l'industrie, par exemple, qui pourrait payer pour les pollutions qu'ils ont créées. Il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a le côté pollution, ce qui est directement mis dans l'environnement. Il y a le côté production de ces PFAS. Vous êtes d'accord avec l'arrêt de la production de ces PFAS ou pas? Je vous explique. Expliquez-moi. Vous m'expliquez depuis tout à l'heure. Je continue. C'est pas blanc ou noir. D'abord, il faut, dans le principe de précaution, ce qu'il faut, c'est donner tous les moyens pour comprendre cette pollution au PFAS. Et je pense qu'on n'est qu'au début. On n'est qu'au début des révélations. Donc je pense qu'il faut qu'on pousse nos connaissances sur les PFAS, premièrement. Mais donc en attendant, simplement. Deuxième chose. En attendant, vous continuez à produire ou pas? Deuxième chose. Au niveau européen, il y a un projet de restriction d'une directive qui s'appelle REACH. Je répondais pas à la question. Au niveau, vous permettez? Allez-y, terminez rapidement. Et la France, maintenant, fait partie des 6 pays qui soutiennent ce projet de restriction en fonction des usages. C'était la conclusion de mon rapport. On a compris votre point de vue. Saisi. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est que la France envoie un message. Et il faut envoyer un message. On a bien compris votre point de vue et on va faire tourner la parole. C'est au niveau de l'Europe. La première réponse qui a été proposée par
la majorité et par le gouvernement, c'était de dire on va attendre que l'Europe se mette d'accord. Mais on prenait le risque d'avoir un compromis complètement mou à l'échelle européenne, d'avoir une réglementation au plus bas. Nous disions, laissez-le finir. Mais bien sûr, mais les décideurs européens certainement pas. Et évidemment, nous, notre position, c'est de dire la France doit être le fer de lance. Elle doit porter dès maintenant des interdictions pour que quand nous allons négocier à l'échelle européenne, nous ayons une réglementation la plus exigeante possible. Par exemple, il y a un débat sur les ustensiles de cuisine. Pour les gens, les PFAS, c'est dans les poêles, c'est dans les ustensiles de cuisine. Et là-dessus, il y a un désaccord. On renvoie à 2030. On renvoie à 2030 l'interdiction de la production et de l'utilisation en 2030. Pardon pour les gens qui nous écoutent, qui sont pas encore nerds à fond sur le sujet. Juste si on dézoome. C'est assez simple comme débat en réalité. On a des usines en France qui produisent des substances dont on sait la toxicité. Elle n'est plus à prouver la toxicité. On a la possibilité, là, aujourd'hui, maintenant, de protéger des Français et des Françaises de maladies. Est-ce qu'on le fait ou pas? C'est juste ça la question qui se pose. Est-ce qu'on dit il faut attendre? Vous voyez, je vais dire une métaphore extrêmement simple. Si on est notre maison entière qui prend feu, est-ce qu'on va dire je ne vais pas aller éteindre le feu dans ma chambre parce que je vais attendre que quelque chose potentiellement dans 5 ans vienne éteindre le feu de ma maison entière? Non, on agit là maintenant tout de suite sur notre territoire quand on peut protéger des gens et on enverra un message diplomatique extrêmement fort ensuite à l'Europe. Donc là, ce qu'on va mesurer demain dans le vote, c'est le sérieux des députés. Est-ce qu'ils écoutent la voix des scientifiques, du consensus scientifique et l'intérêt général des citoyens, ou bien les lobbies de la poêle à frire. Ce que vous dites tout cela, ça fait forcément aussi écho à ce qui s'est dit cet après-midi dans l'Assemblée nationale. On va voir un extrait justement, puisque le Premier ministre Gabriel Attal a été interrogé par une députée écologiste sur les PFAS. Marie-Charlotte Garin qui rapporte les éléments d'une enquête de France 3 et de Mediacité sur l'usine Daikin, là aussi productrice de PFAS, des PFAS qui ne se trouvent plus seulement dans l'eau mais dans l'air également. On est autour de Lyon, on va regarder un extrait de cet échange et puis on en parle juste après. Alors que nous dit cette enquête ? D'abord que jusqu'à présent, pour les polluants éternels, dans tous les rapports, on parlait principalement des rejets dans l'eau. Et là, on se rend compte que l'ennemi invisible, c'est aussi l'air. Avec des rejets dans l'air supérieurs plus de 1800 fois aux normes. On se rend compte aussi que les travailleurs du site de Pierre-Bénite sont exposés à ces produits toxiques au-delà des normes réglementaires, et ce depuis plus de 10 ans. Vous imaginez bien que si les travailleurs y sont exposés, les riverains aussi, et ceux-là nous disent on a l'impression d'être des citoyens de seconde classe. Alors face à ces constats alarmants, face à ce scandale sanitaire qui prend une nouvelle ampleur, pour les travailleurs de ces usines comme pour les riverains, que comptez-vous faire ? Vous dites, qu'est-ce qu'on fait sur ce sujet-là ? D'abord, la transparence sur ce que nous mesurons et la présence des PFAS partout sur notre sol. Et je le dis, je pense que vous le reconnaîtrez, nous sommes de ce point de vue en France en avance de phase par rapport à la législation européenne qui prévoit cette transparence et ce suivi en 2026. On va plus vite. On suit les rejets de 5000 exploitations industrielles sur notre sol et on fait la transparence sur ce qu'on mesure. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait ? On se bat au niveau européen pour réduire la présence de ces molécules, notamment dans les emballages alimentaires. Nous avons une première victoire à Bruxelles la semaine dernière sur ce sujet-là. C'est bien au niveau européen qu'il faut se battre sur ce sujet-là, évidemment, puisque nous avons un impact sur notre industrie. Nous voulons agir, mais le degré européen, le levier européen, et le bon levier. Charles Fournier, le Premier ministre, qui dit la France va plus vite que le niveau européen sur les PFAS. C'est pas très sérieux de dire ça. Il y a eu un plan gouvernemental. Pour l'instant, on a un rapport, excellent rapport fait par Cyril Isaac-Sibille, mais on n'a pas de loi, on n'a pas de texte. Pendant tous les débats sur la loi industrie verte, j'étais aussi l'orateur, j'ai proposé d'intégrer des questions des PFAS à chaque fois. Nicolas Thierry l'a proposé aussi, le député rapporteur du sujet. Et jamais ça n'a été accepté. À chaque fois, c'est renvoyé à demain. C'est renvoyé à plus tard. Et comme bien souvent, face à des problèmes sanitaires, on vous explique deux choses. D'abord que c'est très compliqué, que c'est technique, vous n'allez pas comprendre. Et on vous explique qu'il y a des polymères et des monomères. On n'est pas encore rentré dans ce débat-là. Et que certains seraient dangereux et d'autres ne le seraient pas. Puis ce qu'on vous explique aussi, c'est qu'on va perdre des emplois. Et donc, il faut renvoyer à demain. Et ça, on l'a fait tellement de fois que plus personne n'y croit. Il faut sortir de cette logique-là. Il faut agir maintenant. C'est ce qui a été dit par Camille Etienne. Je partage totalement. La réponse est simple. Est-ce que demain, les députés voteront une loi qui permet de sortir des PFAS maintenant? Cyril Isaac-Sibille, sur ce qui vient d'être dit. Deux choses. Je reprendrai effectivement ce qu'a dit Gabriel Attal. La France, alors il y a les lois, mais il y a aussi ce qu'on appelle les arrêtés ministériels. Moi, dans le Rhône, la préfecture a pris un arrêté qui fait qu'à Arkema, bientôt ne va plus... On va couper le robinet. Couper le robinet de quoi ? Des rejets.
Mais pas de la production. Au niveau ministériel, il y a un arrêté ministériel qui fait qu'actuellement, on est en avance sur l'Europe. C'est dangereux dans les rejets, les 5000 industries qui rejettent, actuellement, on est en train de doser. On sait depuis longtemps. On est en train de doser leur rejet. On sait depuis longtemps. Et donc, troisième chose, au niveau de l'Europe, qu'est-ce qui était pris dans le cadre du trilogue? Là, et c'est une grande victoire au niveau européen parce que c'est harmonie au niveau européen. Maintenant, on interdit les PFAS dans les emballages alimentaires au contact des aliments. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est pas grave. C'est pas grâce au groupe Renaissance. Si c'est dangereux dans l'emballage alimentaire, c'est dangereux dans tout le reste. Vous vous rendez compte que si vous dites à la population c'est dangereux dans les emballages. Il faut envoyer des signaux à l'Europe en disant la France est prête. C'est le signal qu'on va envoyer sur les farts, c'est le signal qu'on va envoyer sur les cosmétiques, c'est le signal qu'on va envoyer sur les textiles. Et je pense que c'est comme ça. La solution est européenne. Par contre, il faut aiguillonner l'Europe pour qu'elle prenne les bonnes décisions. Camille, je veux dire une chose. Si on dézoome encore une fois, en tant que citoyenne, moi, si j'ai des députés qui viennent me dire, OK, on a trouvé des substances qui sont potentiellement très dangereuses dans les emballages alimentaires ou dans les crèmes, mais par contre, on va prendre le temps sur les poils. On décide que c'est pas dangereux quand de la même chose et on donne autre chose, par exemple sur des poils, sur des vêtements. Moi, je comprends pas en fait. C'est-à-dire que concrètement, si on décide de l'interdire dans des endroits, ça veut bien dire que c'est toxique. Donc ça veut dire qu'il faut le faire partout là où c'est possible et où il y a des substituts. Une seule chose. Ouais, c'est ça la question. C'est est-ce qu'on peut continuer à produire un certain nombre de choses sans ces polluants éternels? Il y en a ce qu'on appelle les usages essentiels et non essentiels. Il y a des usages sur lesquels on en a encore vraiment besoin et d'ailleurs ils sont pas concernés par la loi. Par exemple, en médecine, on comprend bien que pour des pacemakers, on peut laisser le temps à la science de trouver des substituts. Par contre, je crois qu'en tant que concitoyen même, on est d'accord pour dire qu'on peut accepter une toute petite baisse de performance entre une poêle qui gratte un peu, une poêle en inox, et une poêle qui nous donne des cancers. Ça me semble assez clair. Le choix peut être fait. Les Français ne sont pas dans la loi. Dans la loi, on a prévu ça. On a prévu, par exemple, sur les vêtements de sécurité, de ne pas évidemment interdire les PFAS. Aujourd'hui, on travaillera là-dessus. Demain, on a laissé du temps aux industriels. Mais je vais le dire, le sujet est connu depuis longtemps. Il y a des industriels qui ont déjà changé leur process. Il y en a qui l'ont pas fait. Ici en France. Mais bien sûr, vous prenez. Sont prêts, le textile mais même sur les poils. Même sur les poils. Il y a une entreprise qui s'appelle De Brunner qui a déjà transformé complètement les modes de fabrication de ses poils. Tefal a choisi de ne pas le faire. Mais ils produisent même en plus déjà des poils ils en font un polluant éternel. Vous voyez bien que c'est une affaire de volonté. Donc on peut pas sanctionner les bons élèves. Il faut sanctionner ceux qui aujourd'hui n'ont pas joué le jeu. Et je vais le dire pour les salariés, ils sont en première ligne. C'est les premiers concernés par les chaînes de production. C'est les premiers concernés par ces pollutions-là. Et donc, il faut les protéger. Ces salariés, ils sont les premiers concernés, vous nous dites, par les effets sanitaires nocifs des PFAS. Ils disent aussi, et ce qu'ils disaient aujourd'hui devant l'Assemblée nationale, on est les premiers, pas tous, mais une partie en tout cas, il y en avait quelques-uns qui étaient là, vous allez répondre dans un instant, mais ils disent, nous, on a peur pour nos postes, en fait. Est-ce que si on supprime la production de PFAS, on va pas perdre notre emploi? Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour nous? Répondre et ensuite j'aimerais entendre. On a discuté 1 heure avec eux cet après-midi, j'étais dans la discussion. Je vais vous dire, ils ont découvert les chiffres de l'ARS sur les rejets à la sortie de Tefal, et vous irez regarder par vous-même, vous irez regarder les chiffres. On retrouve du PFOA, qui est interdit depuis 2020, dans le drain des rejets de l'eau, des boues qui sortent de Tefal. Mais est-ce que ça règle l'inquiétude des emplois? Mais ce qu'il faut pour les emplois, évidemment, on a un sujet, certaines chaînes de production devront être transformées. On propose un compromis pour demain, 2027. On peut changer les chaînes de production et il n'y aura pas d'emploi. Camille Etienne, puis en une phrase, en fait, c'est extrêmement drôle parce que quand on dézoome, en fait, nous, on a sorti des mails internes qui nous ont été donnés par des employés eux-mêmes, qui ont dû faire face à des pressions. C'est des mails signés de la direction qui sont allés dans les usines et qui ont fait ce qu'on appelle du chantage à l'emploi. C'est-à-dire, ils ont affrété des bus, ils ont payé des journées pour aller se rendre à Paris pour dire on a besoin de vous pour défendre l'intérêt de l'entreprise. Sinon, vous allez personne n'est inquiet pour son emploi dans cette entreprise. Pas du tout. Je dis juste que l'inquiétude, elle vient à la base de la direction qui a demandé à ses employés. On rappelle quand même que la CGT n'est pas d'accord avec ce sujet, donc c'est pas du tout tous les syndicats qui se sont mobilisés. Et la dernière chose aussi, c'est qu'on ne demande pas à l'industrie de disparaître. Les Français auront besoin de poêles, mais on demande simplement des poêles en inox, des poêles en céramique, et Tefal en produit déjà. Il s'agit juste de changer la ligne de production, pas d'arrêter l'industrie, pas d'arrêter Tefal. On aura besoin de bras, autant de bras. Cyril Isaac-Civil, sur cette question des emplois et de l'inquiétude sanitaire. Font une fixette sur les poils. Moi, ma préoccupation. Ils ont évoqué d'autres choses et vous aussi. Moi, ma préoccupation de mes concitoyens lyonnais, où on a découvert cette pollution, leur préoccupation, c'est quoi? C'est qu'ils ne veulent plus boire de l'eau qui soit contaminée. Parce que les nappes alluvionnaires sont contaminées. Et moi, j'ai une réponse. Et pour moi, c'est l'urgence. Quelque part, comme je disais tout à l'heure, c'est couper les rejets des usines
et c'est un amendement que je pose et qui est adopté en commission, et c'est en même temps de permettre aux collectivités qui produisent de l'eau de traiter l'eau pour que nos concitoyens ne boivent pas de l'eau qui soit chargée en PFAS. Pour moi, c'est la priorité. On est d'accord, mais c'est pas suffisant. C'est le début du combat, et le combat va durer 1, 2, 3, 4, 5 ans, parce que on est tous, entre guillemets, on est tous intoxiqués au PFAS, et quelque part, il va falloir s'en sortir. Bon, j'ai appelé mon rapport « Comment faire marche arrière ». Actuellement, dans tous les produits, il y a des PFAS, grosso modo, et on est intoxiqué, on est drogué au PFAS. Mais maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait marche arrière, comment on arrive à se désintoxiquer, et ça sera dur, ça sera long, et ça sera coûteux. Sur ce constat-là, vous êtes tous les trois d'accord sur la nocivité des polluants éternels. Par contre, Cyril Isaac-Sibille, moi, ce que j'aimerais comprendre, au-delà de la fermeture des robinets sur la pollution, notamment des cours d'eau, c'est quand vous dites revenir en arrière, est-ce que ça veut dire, à un moment, couper la production des PFAS, et si oui, à quelle échéance? Oui. Et à quelle échéance? Je suis pour réguler les usages, c'est ce que j'ai proposé dans mon rapport, et c'est ce qu'on commence à faire dans cette PPL. D'accord. La seule chose, et c'est le problème, c'est on n'est pas isolé, on n'est pas une île dans le monde. Et je pense que la bonne échelle, c'est l'échelle européenne. Il y a déjà 5 pays européens qui ont pris cette initiative de restreindre en fonction des usages en Europe. Je pense qu'il faut... Mais les décisions européennes, elles sont poussées par des pays. C'est souvent ce que je dis. Et je conclurai là-dessus. Rapidement, allez-y. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et en Europe, on ira plus loin. La France doit être grâce aux lois européennes. Mais la France doit être le moteur. On n'est pas obsédé par les poils, on est obsédé par les processus. Non, on est obsédé par les processus industriels qui génèrent des PFAS que vous retrouvez dans l'eau. Et donc, arrêter les rejets ne suffit pas. Il faut arrêter la production et les rejets. Et il faut que la France soit le modèle là-dessus. Il faut envoyer un message à l'Europe, mais c'est l'Europe qui prendra les bonnes décisions. Mais le message, c'est la loi demain. Le message, c'est la loi demain. Il faut la voter demain intégralement. On va donner la parole, et ça va continuer à vous faire réagir, à des habitants, des riverains de l'usine Arkema, donc c'est dans votre circonscription, c'est mes concitoyens, près de Lyon, effectivement, à des travailleurs également, des Français qui sont contaminés par les polluants éternels. Ils se sont fait tester il y a quelques mois dans le cadre d'une enquête de notre équipe de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, et voilà comment ils ont réagi lorsqu'ils ont découvert leur contamination. J'ai du PFOA dans le sang. Ça me met la rage, quoi. J'ai même pas la quarantaine. Je commence déjà avec des troubles de santé assez importants. Nous avons fait analyser ces polluants dans le sang des riverains de l'usine et appris qu'ils sont eux aussi contaminés. Quand le couperet tombe, ça fait vraiment encore plus peur, quoi. Personne n'a rien fait. Et c'est là qu'elle est la trahison. Ces mots, ils sont forts, les mots de ce monsieur, tous, mais particulièrement ici. Personne n'a rien fait, c'est là qu'est la trahison, dit cet homme. Camille Etienne, quand on voit les cas de ces personnes-là, et puis plus largement en France, puisque vous nous le disiez, il y a eu, notamment vous êtes fait tester, et vous étiez positif à tout un tas de polluants éternels. Est-ce qu'il y a des endroits dans le monde où il n'y a pas de PFAS? Non. C'est absolument planétaire comme scandale, on en retrouve même dans les ours polaires. Donc c'est assez fascinant, en fait, c'est bio-accumulateur et bio-amplificateur. C'est-à-dire que quand on est au début de la chaîne alimentaire, on va en avoir moins, et puis ensuite on va quelque part manger un peu les PFAS des autres. Et ça a cette capacité à être complètement persistant. C'est pour ça que à partir du moment où on peut l'interdire même à un endroit, en fait, on protège déjà ça. C'est vraiment une question extrêmement simple de proportion. C'est-à-dire que chaque tonne de PFAS qui est émis, il sera probablement pour toujours et va contaminer des gens. Donc chaque tonne de PFAS qu'on peut éviter n'importe où dans le monde compte parce que des vies sont en jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des pays, vous nous parliez tout à l'heure, Charles Fournier, d'entreprises qui avaient arrêté de fonctionner avec des PFAS. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des pays qui, à l'échelle nationale, ont décidé de dire, bah stop, on arrête la production? Il n'y a pas de pays qui ont décidé d'arrêter toute la production. Par contre, il y a des pays qui ont pris des décisions majeures que nous aurions pu prendre. Je pense au Danemark, qui a interdit les PFAS dans tous les emballages alimentaires bien avant. Et vous voyez, ils n'ont pas attendu l'Europe, ils n'ont pas renvoyé une décision européenne. Ils ont décidé, pour leurs concitoyens, d'avancer, parce qu'on a besoin de bons exemples. Et voilà, en voilà un avec le Danemark. Et nous devons être, la France, je crois, le pays qui montre l'exemple. Et tout va bien au Danemark. Et il n'y a pas de catastrophe économique. Cyril Isaac-Sibille, sur la question du Danemark, j'imagine que c'est aussi un exemple que vous avez en tête, en tout cas que vous connaissez. Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui est un exemple à suivre? Bien sûr. Le Danemark a pris ses décisions. Moi, j'ai rencontré la Commission européenne. La Commission européenne m'a dit, écoutez, que le Danemark, un petit pays comme ça, prenne ses décisions, il n'y a pas de souci. Le principe de l'Europe, c'est que si chaque pays européen applique ses propres normes de manière désordonnée, il n'y a plus de cohérence.
Et donc, quelque part, je pense, c'est pour ça que mon message, c'est de dire, on se rejoint ce message. Quelque part, il faut que la France envoie un message, dans le sens de dire la France a rejoint les 5 pays initiateurs de la restriction REACH par rapport aux usages. Il faut que la France envoie un message, mais les bonnes décisions, comme vous le disiez, effectivement, les ours polaires ont des PFAS, et pourtant, il n'y a pas d'usine. Parce qu'effectivement, ça se diffuse partout. Donc la question, je pense que c'est au niveau du continent qu'il faut qu'on prenne ses responsabilités, et c'est comme ça qu'on aura une politique cohérente. Totalement. Du coup, pardon, Cyril Isaac-Sibyl, il y a aussi quelque chose du coup que j'arrive moyennement à comprendre, mais vous allez m'éclairer. Quand on dit c'est l'Europe finalement qui doit être le wagon de tête, mener tout ça, qu'est-ce qui nous empêche, nous? Est-ce qu'il y a des choses qui nous empêchent au niveau du droit en France d'aller plus vite que l'Europe? Non. Vous ne posez pas la question, mais bon, si vous voulez répondre, allez-y. Pardon. Non, mais est-ce que dans mon rapport, je fais les propositions par rapport au FART, par rapport aux cosmétiques, par rapport au textile. On peut envoyer un message en disant que la France est prête. Et pour moi, c'est ça. S'il faut bien comprendre, c'est que il y a 2 ans, moi, quand mes concitoyens disent on a trahi, ça fait 20 ans, grosso modo, qu'on n'a rien fait. Au niveau de la majorité, au niveau du gouvernement, depuis 2 ans, depuis que moi, grâce à l'équipe de Vert de Rage, qui a levé le scandale, j'ai pris ce dossier à bras le corps, je l'ai porté auprès du gouvernement, qui a pris des mesures, qui m'a demandé un rapport, qui a fait en sorte qu'au niveau de l'Europe, on a déjà des premiers succès. Pas la même chronologie, mais ça marche quand même. On a déjà des succès, et je pense, je dis, c'est tout à l'heure, tout seul la France peut aller plus vite, mais je pense qu'en Europe, on peut aller plus loin. Très rapidement, ce sera le mot de la fin. Ouais, ce que je ne comprends pas, c'est que vous êtes prêt à interdire dans les cosmétiques et dans le FART, mais pourquoi vous ne voulez pas dans les ustensiles de cuisine? Quel est le sujet? En fait, vous renvoyez là, à cet endroit, avec des emplois qui n'existeraient pas ailleurs. Mais les autres filières se sont préparées. On les a toutes auditionnées. Ils sont prêts à y aller. Il y a des filières qui résistent. C'est pas eux qu'il faut soutenir. Ceux qu'il faut soutenir, c'est tous ceux qui sont prêts à avancer. Il faut que nous avancions sur tous les fronts, maintenant, et demain. Chers collègues, dans toutes les filières, il y a des PFAS. On parlait effectivement des pompiers. Lorsqu'on est un gros, on le fait avec des PFAS. Les PFAS, il y en a partout. Vous faites une fixette, effectivement, sur les poils, mais je pense que c'est toutes les filières qu'il faut traiter. Bien sûr, donc il faut les interdire partout, y compris les poils. Ça a des années, de manière coordonnée et en Europe. Eh ben, on va finir sur ce point de consensus, à savoir, il faut que ça concerne toutes les filières, puisque vous l'avez dit tous les 3. Merci beaucoup. Merci pour cette discussion et ce débat. Merci à tous les 3. Restez encore un petit peu avec nous en plateau. Pauline Forgue nous a rejoint. C'est l'heure de la vie en vert. Et on va se projeter sur les vacances qui arrivent. Pauline, vous ne savez pas encore où vous allez poser vos bagages. Eh bien, ça tombe bien parce que Pauline va nous présenter quelques idées de destinations françaises préférées des voyageurs. Oui, ces destinations, on va les voir ensemble. Elles vont s'afficher sur une carte. Et cette année, c'est l'Ardèche qui occupe la première place du podium, suivi du Finistère et de la Gironde. Les départements où l'on trouve des montagnes sont également pas mal plébiscités ces derniers mois. En un an, le Jura a gagné 11 places dans ce classement par rapport au même podium l'année dernière. Les Vosges, 17 places et les Hautes-Alpes, 32 places. Ce classement, il a été réalisé par Gringo, une plateforme de réservation qui est assez semblable à Booking ou à Airbnb, sauf qu'il y a ici 2 intérêts majeurs. D'abord, c'est un site français et puis il véhicule des valeurs éco-responsables. Les logements qui sont proposés sur cette plateforme, ils doivent répondre à un ensemble de critères assez précis qui vont nous assurer, vous en tant que voyageurs, que le logement respecte l'environnement. Alors, plusieurs critères, on va les voir apparaître à l'écran. Par exemple, la présence d'une gare à proximité pour se passer de voiture, une bonne isolation du bâtiment, une politique active de la réduction de déchets, des repas composés de produits locaux ou bio, ou encore l'utilisation de produits d'entretien éco-responsables. Il faut savoir que de plus en plus de logements de ce type, d'hébergements de ce type apparaissent ces dernières années en France. Exemple avec une cabine sur pilotis dans les Vosges. Ça se passe dans le parc naturel des Ballons et c'est un reportage signé Camille Rijad. Bonjour. Voilà le petit déjeuner. Merci. Au menu ce matin, uniquement des produits locaux. Ce gîte est un hébergement responsable imaginé par cet Alsacien. Chaque structure est composée de 1200 pièces de bois local. C'est ce qu'on appelle un logement bioclimatique. Le principe, c'est de consommer le moins possible, alors à la fois de l'énergie pour le chauffage, mais aussi d'avoir le moins de terrain possible de consommer, d'avoir le moins de matériaux possible. Tout dans la conception est réfléchi.
Ce classement, il montre aussi, Pauline, que de plus en plus de Français privilégient les destinations. On parlait du train, justement, accessible en train. Oui, c'est l'un des grands enseignements de ce classement. Alors nous, on l'a déjà abordé dans Planète Info, bien sûr, mais on peut le rappeler ici. Le train, c'est le mode de transport le plus écologique, le plus éco-responsable. Pour chaque personne et pour chaque kilomètre parcouru, le train pollue 8 fois moins que la voiture et 14 fois moins que l'avion. Les Français l'ont bien compris. Ils agissent désormais en conséquence. C'est ce que m'a expliqué le cofondateur de GreenGo. Sur certaines grandes lignes ferroviaires, notamment toutes les lignes TGV, et sur l'axe Paris, Aix, Marseille ou Paris, Montpellier, on voit des destinations comme l'Ardèche, la Drôme, l'Hérault, même les Bouches-du-Rhône qui se développent bien. On voit aussi la Gironde sur l'axe Paris-Bordeaux. La Bretagne, c'est pas un hasard si on a 3 départements dans le top 10 parce qu'on a une ligne de TGV très performante depuis Paris. Donc on voit généralement des gens qui voyagent en train et l'accessibilité, la performance du réseau ferroviaire joue aussi dans les flux touristiques des voyageurs plus sensibles à l'environnement naturellement. Alors peut-être qu'à la maison vous vous dites ok mais moi la France je connais, j'ai envie d'aller à l'étranger, je vais y arriver, pardon, moi aussi j'ai besoin de vacances. Pauline, qu'est-ce qu'on répond à ça? Eh ben il est tout à fait possible de voyager à l'étranger et toujours en train. Je vais peut-être vous surprendre. D'abord parce que le réseau ferroviaire il est particulièrement développé à nos frontières. Vous avez donc la possibilité de vous rendre assez rapidement en quelques heures dans pas mal de capitales européennes, Bruxelles, Rome ou encore Berlin. Et puis plus surprenant, est-ce que vous saviez qu'on peut aller en train jusqu'en Sicile? Alors c'était peu connu en tout cas. Moi je savais pas, mais ça m'a l'air assez exotique. On aura 2 témoignages juste après. On vous posera la question pour savoir si c'est faisable. En tout cas, nous, notre collègue à France Télévisions, Valérie Lerouge, a tenté l'expérience l'été dernier. Voilà ce que ça donne. Alors comme ici il n'y a pas de pont ni de tunnel, eh bien le train est monté directement à bord d'un ferry. Il y a 20 minutes de traversée du détroit de Messine et ça y est, enfin, la Sicile. À l'arrivée, l'opération est délicate. Des tonnes d'acier à aligner au centimètre près pour que les wagons retrouvent la terre ferme. Selon l'Agence pour l'environnement, notre train a généré 2 fois moins de CO2 que si nous avions pris l'avion. Pas plus car l'électricité en Italie est plus carbonée qu'en France. Voilà, j'espère que je vous ai donné quelques bonnes idées de voyage pour voyager écolo. Évidemment, ici, on vous a énormément parlé du train, mais on sait que parfois, le choix est difficile quand on voit les tarifs qui peuvent être un petit peu plus attractifs du côté de l'avion. Maintenant, c'est aux industriels et aux politiques de s'emparer de la question. En tout cas, nous, on espère qu'on vous aura donné envie de voyager davantage avec ce transport en commun et de sensibiliser à l'importance de prendre le train pour voyager. Merci Pauline. Alors peut-être que ça vous a fait réagir à la maison. Sachez qu'en plateau, il y a eu des réactions. Donc on va faire un petit tour de plateau. Charles Fournier, pourquoi vous avez tant réagi sur la Sicile et pas seulement d'ailleurs? Alors pas seulement sur la Sicile. J'avais envie d'ajouter une destination dans celle que vous avez citée, qui est la Loire à vélo. C'est un peu chauvin. Vous prêchez pour votre paroisse. On a bien. Mais il y a tout. Il y a tous les critères de GreenGo. On peut y aller en vélo. Il y a une ligne de train. C'est merveilleux. Je l'ai fait l'année dernière de Tours à Saint-Nazaire en vélo. Franchement, c'est une expérience incroyable avec des hébergements incroyables. Il y a tout dedans, tout ce que vous avez dit. Ça donne une idée. Donc je rajoute cette destination. Cyril Isaac-Sibylle. Moi, je complète la Loire, mais moi, je suis d'origine lyonnaise et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez parlé de l'Ardèche. La Loire, on peut la faire aussi en Haute-Loire. En Loire, moi, je suis en Haute-Loire. Dans votre reportage, j'ai une petite critique que je ferai. C'est que le TGV, c'est bien, mais il faut pas oublier les petites lignes. Et je pense que tout l'intérêt. Quand je dis train, ça inclut. Oui, mais on voit bien. Oui, mais on voit bien que effectivement, quand on parle effectivement de la Bretagne, Paris, Lyon-Méditerranée, Bordeaux, il y a des tas de petites lignes qui malheureusement ne sont pas suffisamment entretenues. Et je pense que c'est un gros travail à faire dans le sens où une fois que vous arrivez à Marseille, quelque part, il faut prendre une voiture, il faut prendre un autre train. Et donc, moi, je pousse pour le développement des trains, des petites lignes. C'est très important. Prochain projet de loi. Camille Etienne. Non, on est d'accord. non, c'est très fort. On a vraiment besoin. Non, mais c'est une belle plateforme. Et puis, c'est vrai qu'on peut aller partout en train maintenant. Alors, c'est encore plus cher. Prochain combat, moi, c'est sur la niche fiscale sur le kérosène pour que l'avion soit un peu moins cher. Enfin, arrête d'être moins cher que le train. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir. Merci Pauline également.